Donc le titre, là, aujourd'hui, là, tout de suite, c'est Thomas Soutpen ou le désir impossible de père dans un non-temps d'une guerre civile. Donc il y a toujours cette phrase qu'on a beaucoup entendue, mais ça me paraît important parce qu'elle porte toute l'ambiguïté, en tout cas, de la question de désir de père. À propos, il dit Faulkner, à propos, j'ai trouvé un titre qui me plaît. Donc la question de trouver des titres. Absalom, Absalom, c'est l'histoire d'un homme qui, par orgueil, voulait un fils et qui en a eu tant qu'il le détruisirent. Qu'il le détruisirent. En tout cas, ce qui me paraît important, ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, c'est pas si ce sont les fils qui détruisent le père qui détruit les fils. Donc que ça reste comme une question. C'est pas, en tout cas. Alors, cette question de l'impossible désir de père, est-ce que c'est une question de descendance ou une question d'ascendance? La question du père impossible, celle de l'impossible désir. Celle de l'impossible désir qui interrompt la vie selon le signifiant, selon la chaîne sans fin de l'histoire et qui nous amène inéluctablement à l'abîme ionéant. C'est ce que j'appellerais désir de père, de ce père impossible, impossible dans le sens qu'il faudrait qu'il soit suffisamment blanc pour être sûr de pouvoir rentrer toujours par la grande porte. Ce père impossible, Faulkner nous en parle. Nous en parle tout d'abord dans le titre, je viens d'en parler, où le roi David, on en a beaucoup parlé, mais c'est pas important, David était devenu roi déjà sans ascendance royale, car il était fils d'un berger. Le roi David crie sa douleur de père, avec sa descendance, qui seulement, après des multiples événements incestueux et fratricides dont on a beaucoup parlé, l'un de ses fils, Salomon, enfin va inscrire une filiation durable pour le peuple d'Israël en fondant le temple de Jérusalem. C'est la fondation du temple qui va. Puis, il y a Thomas Soutpen, dans le texte, qui nous dit Thomas Soutpen ayant oublié les souvenirs de la montagne où il était né, ne sachant plus son âge, ni d'où il était venu, ni où il était, ni pourquoi. Par contre, il disait qu'il tombait, comme il dit, dans ces lieux appelés Yognapatopha, avec ces mots écrits de son père, impossibles à transmettre, et restés sans suite. Il est le sang suspendu à une image de lui, une image de, comme il dit dans le texte, blanc, pas suffisamment blanc pour entrer par la grande porte. Et le texte continue à propos de cette grande porte, et il dit du drap fin lui-même, du linge et des bas de soie, qui permettait au nègre singe, à l'entrée, de lui demander de faire le tour par la porte arrière de la maison, avant même qu'il n'ait pu exposer son affaire. Il ne m'a pas laissé la possibilité de le dire. Et ce qui est très important, il dit « Et papa ne m'a pas demandé si je lui avais dit ou non ». Ça me paraît très important parce que ce démon, il attend plein de choses de son papa qui ne viennent pas. Continue le texte, il dit, dans la page 264, Thomas Soutpen, il aurait sans doute aimé que son père possédant un singe vêtu de drap pour lui tendre la cruche, lui apporter du bois. C'est ce qu'il faisait lui, hein, c'est son travail à lui. Hein. Et maintenant, dit-il, Thomas Soutpen, il était frappé pour la première fois par la pensée de qu'est-ce qu'il allait dire à son père quand les vieux lui demanderaient s'il avait fait la commission, mentirait-il ou pas? Est-ce qu'il allait mentir à son père ou pas? Puis, les vieux arriva et personne ne souffla mot de la commission, tandis qu'il dînait. Toujours aucune remarque sous la commission, et lui ne sachant toujours pas s'il allait mentir ou pas. Je cite, « Car non seulement il n'avait pas perdu son innocence, mais il n'avait pas encore découvert qu'il était innocent. » Page 265. Il avait encore, ça c'est moi qui dis, il avait encore foi dans le sens où Lacan en parle, dans une instance paternelle. Qu'est-ce qu'il va dire papa à ce moment-là? Sa question est de l'ordre d'un « que faire ?» Un « que faire » où ni l'autre, ni le destin, ni le bien ne répond plus.
Cela m'a fait penser un peu au monologue d'Hamlet, avec toutes les questions qui se posent. Le jeune Soutpen, il va aussi faire des monologues avec lui-même. Lacan, dans son séminaire 11, sur les 4 concepts, resserre la toxicité du père autour d'une absence d'un don. Il nous dit, il n'a pas donné à Hamlet les interdits de la loi. Attends, je répète. Oui, Lacan, il resserre la toxicité du père autour d'une absence d'un don, de quelque chose qu'il n'a pas donné. D'un don. Ouais, pas d'un don, d'un don. Eh oui. Donc, mais je vais y revenir beaucoup, ne vous inquiétez pas, on va s'y retrouver. Donc, ce père qui n'a pas donné à Hamlet les interdits de la loi, qui peut faire subsister son désir, sans lequel l'homme est exposé à la douleur d'exister. C'est de ça où je voulais arriver. Et cette exposition à la douleur d'exister, c'est ce que l'homme craint de plus, nous dit Lacan. Ce qu'il craint le plus, c'est qu'il tombe cette défense contre la douleur d'exister. Et Faulkner insiste sur cette question-là, mais le plus terrible de l'affaire ne l'avait pas encore frappé. Il était étendu pendant que ces 2 mois discutaient en lui, chacun parlant à son tour. Tous deux calmes, c'est intéressant ça, tous deux calmes, s'efforçant même de rester calme, raisonnable et sans rancune. Disant, mais je peux le tuer. Non, ça ne servira à rien. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Je ne sais pas. Et le jeune Soutpen continue, mais il n'est pas question de fusil. Donc, pour les combattre, il te faut avoir ce qui leur fait faire ce que cet homme t'a fait. Il te faut avoir de la terre, des nègres et une belle maison pour les combattre. Tu comprends? Et de nouveau, l'autre Soutpen dit oui. Il partit cette nuit même, sortant de la maison sous la pointe des pieds, et il ne revit jamais personne de sa famille. Il y a un autre récit de Faulkner qui me paraît très éclairant et complémentaire de cette question-là du désir impossible dans Absalom, Absalom. C'est l'histoire de Sarti, fils de fermier dans la nouvelle qui s'appelle Burning Barns, traduite en français par L'incendiaire. Il y a eu le film, la Burning, actuellement, c'est porte sur cette question-là. Cette nouvelle-là, Faulkner l'a écrite 3 ans après Absalom, donc 1939. Elle se déroule aussi à Yoknapatawpha, où, cette fois-ci, ce n'est pas Thomas, c'est Sarti, fils de fermier, doit mentir à un juge pour sauver son père de la prison, car il avait incendié une grange. Quelques mois plus tard, après un déménagement pour trouver un nouveau travail, Sarti sera reçu dans la grande maison du planteur. Cette fois-ci, pas la grande porte. Sera reçu dans la grande maison du planteur avec son père, qui salira exprès avec du crottin les très chers et beaux tapis de l'entrée principale. Et ce père-là, menaçant même ses pères d'incendier la grange du maître quand ce dernier lui demandera réparation. Donc c'est tout que c'est une autre scène sur cette question de cette porte, où cette fois-ci c'est le fils et le père qui rentrent, et c'est le père qui va porter atteinte à cette blancheur. En tout cas, il en parle bien des tapis qui étaient très beaux et très, très clairs. Hein. Cette fois-ci, le témoignage du fils sera accablant de vérité. Il ne mentira plus. Il sera à l'origine de la mort de son père. Sarti, le fils, entendra au loin 3 coups de feu qui finissent avec la vie de son père. Il n'y a pas de récit là-dedans non plus, seulement des lointains coups de feu, comme pour la mort de Soutpen. Sarti, nous dit le texte, à partir de ce moment, semblant libérer des liens du sang. C'est comme ça qu'il écrit. Sarti, semblant libérer des liens du sang, il partira, le texte le dit, et il ne se retourna pas. Ça, c'est donc cet autre récit de Faulkner qui me paraît important par rapport à ce que j'essaye de ramener la question du désir impossible. La désir de père, c'est un désir impossible de père, de fils.
je l'ai bien. C'est important de le laisser comme ça. Désir de père, est-ce que c'est un désir de père d'avoir un fils, un désir d'un fils d'avoir un père? Je trouve que c'est pas important de faire la lumière là-dessus. Cette ambiguïté est intéressante. Donc, il partit, il ne se retourna pas. Ce père impossible, qui ne représente pas un rempart contre la mort et le deuil impossible de la mélancolie, n'est pas sans lien avec le non-temps, ce que j'appelle le non-temps d'une guerre civile, omniprésent dans Faulkner, quand il insiste toujours sur que le passé qui n'existe pas, parce que le temps ne passe pas. Dans Absalom, la guerre civile ne se termine jamais, car on ne perd ou on ne gagne pas une guerre civile. Seulement, on ne perd ou on ne gagne une bataille. Cette impossibilité des guerres civiles qui ne se terminent pas, on l'a vu encore récemment aux États-Unis avec les déchaînements de violence autour du déboulonnage d'une statue du général sudiste Lee. Mais bon, c'était ce printemps, je pense, hein, où il y a eu une rencontre très forte entre des gens d'extrême droite, bon, le Ku Klux Klan, hein, pour ne pas nommer, et des gens un peu plus progressistes. Le président Trump a dit qu'à fin des comptes, ils n'étaient pas si méchants que ça, ces gens d'extrême droite, en banalisant, mais c'était intéressant. Bon, en 2018, encore cette question-là, du non-temps d'une guerre civile, était là vraiment patent. La même chose, si vous avez vu le dernier film de Spike Lee, où le début du film, hein, c'est le Ku Klux Klan, commence par des images des milliers de blessés morts sudistes du film « Autant n'emporte le vent ». C'est quand même pas rien. Des images pas commentées. On voit les images. Hein. Ça m'a sauté aux yeux, ça paraissait important, parce que vraiment pour Faulkner, le temps est vu comme un champ de bataille dans la lutte qu'il impose avec le réel. On pourrait en dire autant de la guerre civile espagnole. Vous imaginez-vous, quand j'ai vu que Absalom a été écrit en 1936, pour un Espagnol que je suis, tout de suite, pof, c'est plus fort que moi. Actuellement, en 2018, il y a la question d'exhumer le reste du dictateur d'une magnifique basilique, parce que c'est une honte. C'est comme si on avait un monument à Hitler à Berlin. Bon, ben là, nous, on a encore ça en Espagne. Le Parlement a donné son accord, tout le monde s'est mis d'accord, mais il n'y a pas moyen de sortir les... On parlait des os. Hein, hier, à propos de cette jeune patiente, le côté éternel des os, ben alors ces os-là réactualisent des peurs d'un retour des horreurs de 1936. Et ça tourne. Ça me paraît important, cette question du non-temps de la guerre civile. Mais revenons à la littérature. Je pense que la littérature, c'est celle qui reprend et borde la béance, la blessure, dans laquelle nous sommes plongés dans le monde. Dans le monde, comme dirait peut-être Faulkner, perdu dans son bruit et sa fureur. Revenons à cette littérature qui essaye de penser, mais penser de pansement, de prendre soin, hein, et non d'expliquer ce qui pourrait être le paradigme de l'existence. Deux autres romans, puisqu'il s'agit que ce soit la littérature qui nous aide à penser, hein, cette blessure. Deux autres romans m'aideront à suivre ce fil du non-temps des guerres civiles. Il s'agit des 100 ans de solitude de García Márquez et 20 ans et un jour de Jorge Semprún, ou Semprin. C'est parfois qu'on dit Semprún, mais c'est Georges Semprin. Alors, 100 ans de solitude de García Márquez, où le personnage principal est le colonel José Arcadio Buendía, bien nommé, c'est le cas de le dire. En pleine guerre civile, celui-ci organise une expédition pour prendre l'ennemi par surprise. Chemin faisant, découvre les bords d'une rivière pleine de fraîcheur. Et il y fonde une ville, la ville de Macondo, pour que les gens puissent mourir de vieillesse. C'est comme un thème, on en parlait il y a une demi-heure. Hein, pour que les gens puissent mourir de vieillesse. Et puisque jusqu'à présent personne ne meurt, c'est une ville sans cimetière. Tous les enfants du colonel fondateur s'appellent comme lui, José Arcadio Buendía, sans jamais savoir duquel il s'agit. Plus de génération, plus de morts, plus de cimetières. On n'est pas fils d'eux, on a ou on n'a pas le même nom de José Arcadio Buendía. Peu de temps après,
l'installation de la ville, une maladie sévit appelée la peste de l'insomnie. Plus personne ne dort, ce qui leur donne beaucoup de temps et qui réjouit tout le monde. Au début. Mais cette peste de l'insomnie provoque aussi la maladie de l'oubli. Ce qui fait que les habitants de Macondo oublient tous les souvenirs d'enfance et le nom des objets et des animaux, ce qui les oblige à coller des écriteaux sous les objets avec leur nom et l'utilisation. De même pour les sentiments, qu'on oubliait aussi, et de même, ils sont obligés à l'entrée du village d'apposer un écriteau qui dit « Macondo et Dieu existe ». Parce qu'on oubliait même que Dieu existait. Les étrangers de passage avaient une clochette pour indiquer qu'ils n'étaient pas malades. Malades de l'oubli. Et l'auteur nous raconte qu'il y avait une prostituée de passage aussi, qui devint diseuse de bonne aventure. Mais en lisant le passé, dans les cartes, là où avant elle, devinait l'avenir. Les enfants qui naissent dans la famille du fondateur de Macondo ont tous le même nom, afin qu'ils ne se perdent pas, et aussi pour éviter les bâtards. Mais par contre, les enfants qui naissaient avec une queue de cochon, un tire-bouchon à la place du sexe. Il y a quand même... Voilà. Que normalement, cette queue de cochon en tire-bouchon, au moment de l'adolescence, il la perdait et il y avait un sexe qui apparaissait. Normalement, si tout allait normalement. Le colonel José Arcadio Buendía disait souvent d'eux, parce que tout le monde lui disait, vous pensez que c'est normal, ces questions-là. Il disait, l'important, peu importe avoir des petits cochons, à condition qu'ils puissent parler, et tant pis s'ils ne peuvent pas consommer le mariage. Tout ceci n'est-il pas qu'une histoire, ou peut-être même qu'un rêve, nous dit García Márquez, raconté par un nomade magicien appelé Melquiades, rêve d'une durée de 100 ans. Car, nous dit, les lignées condamnées à 100 ans de solitude n'ont jamais une deuxième opportunité sur la terre. Ce seront les derniers mots du livre. L'autre livre, pour continuer avec cette question-là, du non-temps, c'est 20 ans et un jour, de Jorge Semprún. C'est un auteur qui avait lu Absalon en allemand dans la bibliothèque de Buchenwald. Il nous raconte dans son livre, son ouvrage Écriture de la vie, je ne sais pas si vous l'avez lu, mais je vous le conseille. Dans cette bibliothèque, il avait plus de 13 000 titres. Comme souvent, dans les récits de Semprún, le temps se dilate au gré des lectures de Faulkner, des lectures de Marx, et aussi au cours des rencontres qui ouvrent des portes dans le temps des expériments clos du camp de Buchenwald. Les titres 20 ans et un jour représentent la peine que la justice franquiste réservait aux dirigeants politiques de l'opposition clandestine. C'est important le un jour. Cet un jour faisait que la durée de la peine des prisons était sans fin. À n'importe quel moment, on pouvait être incarcéré à nouveau après avoir accompli la peine de 20 ans. Semprún, il brosse le portrait d'un pays toujours traumatisé par la guerre civile, mais qui aime, malgré tout, penser à l'avenir et à une possible réconciliation. C'est là où ça tranche avec Faulkner et García Márquez, où il n'y a pas d'issue autre que la mort. L'histoire des 20 ans et un jour est la suivante. Au début de la guerre civile, dans une riche propriété, les ouvriers assassinent un des fils du propriétaire. Et justement, étonnamment, c'est celui qu'ils aimaient le plus. La punition, c'est-à-dire qu'ils assassinent en 1936, quand la guerre civile a commencé. Bon, ça bougeait un peu partout. Les ouvriers, ils se révoltaient. Et ils vont chez le patron, pas la maison du planteur, c'est à Tolède, là, ce n'est pas une maison du planteur, mais le patron. Et le premier qu'ils voient, c'est le fils, et pourtant c'est le fils qu'ils aimaient le plus et qui les traitait le mieux. Mais comme c'est le fils du patron, c'est le premier qu'ils voient, il le tue. Voilà ce qu'il raconte le livre. Hein? Alors, où j'en suis, moi? Alors, ce qui est intéressant, c'est que
la punition consistera à rejouer les scènes de la mort d'une façon expiatoire et théâtrale tous les ans par les descendants du meurtrier. Donc la peine, c'est que non seulement pour ceux qui ont commis le meurtre, mais tous les descendants, il va falloir qu'ils jouent les scènes de la mort d'une façon expiatoire, nous dit, et théâtrale tous les ans par les descendants du meurtrier. Mais au bout de 20 ans et un jour, nous dit Saint-Proun, la présence d'un journaliste historien qui est venu pour observer, y écrire un article, fera que les paysans puissent refuser de jouer la pièce, et enfin que les morts des deux camps soient enterrés dans le même cimetière. Saint-Proun nous dit là, le non-temps de la guerre civile est fini. Ça tranche vraiment avec García Márquez et avec Faulkner. Ce père impossible, cette histoire qui ne s'inscrit pas, dont on aura des nouvelles grâce au récit de Rosa, Schreb, Quentin, celle du récit Rêve qui dure 100 ans, des Melchiades, au celui des 20 ans et un jour, où les un jour arrivent enfin pour que le temps puisse à nouveau passer, mais fait associer à ce que Lacan dit à propos du Père, comme un acte de foi contre la douleur d'exister et comme rempart contre la mort. Cette douleur d'exister, nous dit Lacan là, est l'air, l'espace à l'intérieur duquel le désir se manifeste. Dans ce registre-là de cette douleur, le désir n'est pas le produit induit par l'opération signifiante, il est ce que le sujet mobilise pour couvrir, atténuer, voiler ou s'interposer entre lui et ce que Lacan nomme une intolérable douleur d'exister, en nous faisant rester en quelque sorte du côté du to be d'Hamlet, y en voilant le not to be. Sans ce voile de Maya, qu'est le désir, sans cette heure nécessaire, il n'est pas sûr que la vie puisse se conserver. Quant à Soutpen, je cite, « Perdant son innocence avant même de découvrir qu'il était innocent », ça me paraît très, très important, deviendra le démon. Ne pourrait-on pas dire, ne pourrait pas s'entendre ce côté démoniaque, plutôt, on en a parlé tout à l'heure, comme pas démoniaque, mais dire comme le diabolique. À nouveau, on va faire appel à nos amis les Grecs, comme le diabolique qui empêche le symbolique de s'inscrire. Est-ce que ce serait ça, le côté démoniaque de Soutpen, le confrontant directement à la mort, la sienne, celle de son père, sans que puisse s'interposer le voile du désir, le désir de la mort de son père, selon son vœu, par rapport au rêve de Freud raconte. Faulkner, dans Absalom, Absalom, nous parle, ou me parle, de ce père impossible, non seulement incertain, mais impossible, qui ne donne pas les interdits de l'inceste ni du meurtre, qui puisse faire subsister le désir dans un contexte d'interminable guerre civile, toujours fratricide et incestueuse. Ne nous donnant pas ces interdits nous amène à être exposés, sans défense, à cette douleur d'exister. Mais en même temps, Faulkner nous propose un puissant remède pour faire face à cette douleur. C'est cette douleur d'exister, c'est la littérature, son texte, avec sa puissance, sa beauté, sa fureur des mots et des fictions, comme une tentative, pourquoi pas borroméenne, on l'a déjà dit ce matin, dénouer le réel à l'imaginaire et symbolique. Après ces 2 années de travail sur Faulkner, si on revient à la phrase de Lacan que Serge Sabinus nous proposait dans son texte inaugural, « Je te demande de refuser ce que je t'offre parce que ce n'est pas ça », moi j'aurais envie de dire « Je te demande de lire, refuser Absalom, Absalom, parce que ce n'est pas ça. Mais ça, cause du désir, du père, du dire toujours, avec des histoires, des récits et des îles qu'on a visitées d'ailleurs. » Pour conclure, à propos de cette douleur d'exister, quelques mots d'Absalom, Absalom. Cette fois-ci, il ne s'agit pas du père, mais du fils, Henri Soutpen. Et vous êtes Henri Soutpen. Et vous êtes ici depuis 4 ans. Et vous êtes revenu chez vous pour mourir, oui. Pour mourir, pour mourir. Et vous êtes ici depuis 4 ans. Et vous êtes Henri Soutpen.
Merci. Au découvert.